Bon, j'ai regardé un match là, de la Série mondiale hier. T'as regardé ça, toi? Je l'ai déjà confessé. La Série mondiale, je trouve qu'il y a quelque chose aussi avec ce souvenir de voyage de football avec mon petit frère, où est-ce qu'on s'arrêtait dans les bars de sport et où est-ce qu'il y avait... Tu sais, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose là de romantique. Donc hier, je revisitais ce sentiment. Puis là, j'ai remarqué que Aaron Judge porte le numéro 99. Mm-hmm. Quel insolent. Pourquoi? Comment, pourquoi? Ben, c'est le numéro 99. Ouais. Non, je pense pas. Comment tu penses pas? Non. Faut pas. C'est interdit. C'est interdit. Tout sport confondu. Ben, voyons donc. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit... Bon, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'équipes au Canada, peut-être. Ça m'a rappelé Jack McInerney, vous vous souvenez? Non. Qui était un des beaux espoirs du soccer américain, qui est venu jouer quelques matchs, même pas une saison complète, je pense, à Montréal, et qui portait le numéro 99 aussi. Puis je me disais, mais il faut le lui expliquer. Visiblement, il faut le lui expliquer, là. Ben, lui, comment il s'appelle, lui? McInerney. Ouais, bon. Lui, oui. Lui, ça Surtout a à Montréal. rapport à Montréal. Surtout à Montréal, là, ça où marche le pas. sport a été inventé. Exactement. Mais au hockey, en plus, au foot, s'il te plaît, pardon. Là, mais ça, c'est pas pertinent. Aucune émotion. Non, mais quand vous voyez Aaron le numéro Judge. 99, peu importe le contexte, quand Là, vous voyez ce regarde, numéro-là, vous avez pas une... je sais pas, il me semble, C'est quand même, ça devrait être une ligne qu'on franchit pas. c'est quand même un joueur d'élite. Bon. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur joueur. Il vient de connaître Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du baseball? Écoute, il vient de connaître pour un frappeur droitier la meilleure saison offensive de l'histoire. C'est quand même pas... Mais juste une. C'est pas rien. 144 points produits. Il frappe 50-60 circuits par saison. Puis tu vois, là, je regarde rapidement, là, puis il y a Aïe. Vous allez m'inonder de joueurs stats de baseball. beaucoup de joueurs de balle qui ont porté le numéro 99. Là. Justement, aurait fallu arrêter ça dès la première occasion. Bon. Écoutons Alex Comté. Vous êtes capable de remplir du temps là, pendant ce temps-là? C'est très radiophonique. Et restez là pour notre concours 32. de grimaces. 32 joueurs dans l'histoire du baseball qui ont porté le numéro 99. Exact. Dont Aaron Judge, qui est celui qui le porte depuis Avec le plus presque le plus longtemps. Ça fait 9 ans. Et puis, il y a évidemment Yoon Jin Ryu, qui l'a porté longtemps. C'est le quoi? C'est le 42 qu'on n'a pas le droit de porter dans le baseball majeur? Ouais. Bon, ben, Pourquoi donc? je sais pas. Bon. Faut tout lui expliquer. Ouais. Hein? Mais t'as-tu aimé ça? C'est surtout ça, là, la game de balle. Quand j'ai vu ça, le 99, j'ai lancé ma télécommande. Ça va pas bien pour le C'est 99. un vieux non. monsieur. Non, c'est pas... J'ai vu une claque, il l'a claqué, puis là, le gars l'a attrapé, puis je me suis dit, ça peut pas être bon, ça. Wow. Ça peut pas être bon. Mais ils ont gagné, non? C'est les Dodgers qui ont gagné. Ah non, c'est ça, les Dodgers. Les Dodgers qui menaient 2-0. 3-0. C'est ça, j'ai tout remarqué. Tu as tout bien suivi ça, visiblement. J'ai tout remarqué ça. Je pense qu'il y a un documentaire à faire, en 4 épisodes, sur le numéro 99 en dehors du hockey. Est-ce que tu vas regarder la série Comeback sur Netflix, qui évidemment traite de cette édition 2004 des Red Sox de Boston qui perdaient 3-0 en... Non. Est-ce que quelqu'un portait le numéro 99? Je sais pas. S'il te Moi, plaît, ça vérifie m'intéresse, pas. ces choses-là. C'est pas une question sérieuse. Non, moi, j'ai un peu... Il y a une référence dans la série Friends où, à un moment donné, le personnage de Rachel drague un gynécologue. Mm-hmm. Puis, je sais pas, elle parle un peu de romantisme et tout. Puis le gynécologue, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Elle dit, je suis serveuse dans un café. Puis elle dit, le gynécologue dit, est-ce que ça t'arrive des fois de rentrer chez vous et de dire, si jamais je vois une autre tasse de café, je me... En référence, à son travail. Mais moi, je comprends ça. Moi, je regarde du hockey à cœur de jour, on en parle. Moi, quand je regarde un documentaire, ça va m'arriver là, de faire dans le sport, mais je peux pas dire... Il faut que c'est vraiment là, que ça me tente. C'est pas comme si tu parlais de baseball souvent, par exemple. Non, mais j'aime ça, occuper mes temps libres avec d'autres choses à l'occasion. OK. C'était pas répondre. C'était une longue réponse à ta question. Tu devrais, en fait. Okay. C'est ça mon point. Mais s'il y avait une série documentaire sur les joueurs qui portent le numéro 99 et qui jouent pas au hockey... Ça t'intéresse. Ça non plus. Ça, je ferais, vraiment, c'est une fausse bonne idée. OK, aujourd'hui, un week-end de rêve.
Jessica Campbell est en ville et Gunsel versus Gunsel. Pardon? Ça allait bien. Gunsel. Gunsel versus Stamkos. C'est tellement hockey, épisode 349. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, messieurs. Je fais une parenthèse là, sérieuse. Je sais qu'il y avait beaucoup d'appétit pour cette série mondiale-là, mais là, ça se passe juste à sens unique, non? Ça se passe pas comme l'amateur de baseball C'est des matchs serrés. Ce sont de très bons matchs, Okay. sauf que les lanceurs des Dodgers sont absolument dominants et Freddie Freeman frappe des circuits à chaque match, alors ça change un petit peu, ça change la donne. Est-ce que ça va être fini avant l'enregistrement du prochain balado? Peut-être, oui, fort Oui, probablement. il y a des bonnes chances. Oui. Tellement OK, le seul balado où les prédictions se font uniquement sur d'autres sports. C'est vrai, pareil. Ça nous engage peu. Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du Canadien. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est sûr, le côté offensif est toujours important. Moi, je suis content comment on se défend. Puis, tu sais, même à soir, on se trouve qu'on s'est bien défendu. C'est sûr, les 3-4 dernières minutes, ils ne reflètent pas ça, là. Ouais. Mais je trouvais qu'on faisait notre job. Martin Saint-Louis, après la victoire in extremis, j'ai envie de dire, non, c'est pas un bon... c'est pas exactement ça. Là. Ça allait plutôt bien pour le Canadien avant les deux buts, bing-bang, là, vers dans les 5-6 dernières minutes du match contre les Flyers. Donc, Martin Saint-Louis, après cette victoire contre les Flyers, diriez-vous que ce week-end-là, on a beaucoup parlé la semaine passée de ce début de saison-là, là, qui était peut-être en accordance avec le camp, qui avait été un peu bizarre, puis que... Moi, pas que je m'inquiétais, mais je trouvais qu'on avait de la difficulté à se resserrer au niveau défensif, notamment. Est-ce que ce week-end a apporté du soulagement sur ces inquiétudes-là? Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un redressement. Premièrement, le Canadien, l'effort a été... était là davantage. La hargne aussi était là. Au lieu de se faire bousculer par l'adversaire, le Canadien a initié un peu les choses ou a répondu rapidement lorsque l'adversaire le faisait. En possession de rondelles, ça a été nettement mieux aussi. Dans les deux matchs contre les Blues et les Flyers, le Canadien a été meilleur en possession de rondelles dans les deux premières périodes que l'équipe adverse. Dans les deux matchs, en troisième période, ça s'est gâché un petit peu, par exemple. Samuel Montembeault a été très bon dans le match de samedi contre les Blues. Alors oui, j'ai trouvé que ça ressemblait davantage à l'équipe de l'an dernier, qui perdait souvent, mais qui se battait match après match, alors que le niveau d'effort était très décevant depuis le début de la saison. Tu sais, Martin Saint-Louis, dans le match numéro 2, avait dit on avait des passagers ce soir, et il l'a encore dit samedi soir, après le match contre les Blues, il a dit on n'avait pas de passagers ce soir-là. Tu sais, ça semblait être quelque chose qui, sur lequel il accrochait. Puis je pense que beaucoup de gens remarquaient ça. Et c'est probablement ça, je pense, la perception de manque d'effort qui a fait en sorte que les réseaux sociaux, les lignes ouvertes se sont enflammées, où là, tout le monde s'est mis à pointer du doigt l'entraîneur, le système de jeu, le système défensif, etc. Mais tant que cette équipe-là va travailler fort, malgré le fait qu'elle soit la deuxième plus jeune de la Ligue nationale, je pense qu'elle va être appuyée par ses partisans. Les partisans, oui. Je pense que le manque de réaction de Martin Saint-Louis au déboire de son équipe en début de saison, c'est-à-dire les trios ne bougeaient pas. Il n'y avait pas de correctif qui s'observait à l'œil nu. Exactement, c'est ça. Exactement. C'était pas mal figé dans le ciment, à part pour les duos de défenseurs, mais en même temps, il y a tellement de gars qui ont été blessés. Forcément, il y avait à jongler avec tout ça, quoi qu'il l'a fait avant aussi. Là. Il n'a pas hésité à jongler avec ses duos. Mais à l'attaque, c'était pas mal coulé dans le béton. Et puis, du moins, ce qu'on lisait sur les réseaux sociaux et tout ça, ça faisait partie des critiques des gens aussi. Là, comment ça se fait qu'ils sont supposés vouloir gagner, mais qu'ils ne dirigent pas son équipe d'une main de fer là, en justement tenant tout le monde responsable de ses actes. Puis si ça ne marche pas, ben, tu vas descendre puis dans la formation. Puis s'il y en a un qui va un peu mieux, il va prendre ta place, etc. Donc ça, c'était une critique aussi. Évidemment, ce que deux petites victoires peuvent faire. Hein? C'est pas grand-chose. Mais tu sais, dans le match contre les Blues, ce que j'ai apprécié, c'était l'engagement physique des joueurs. Première période. Durant la première période contre les Rangers, le Canadien qui n'avait pas la rondelle
a moyen la rondelle. Là. C'était pas sa pire période, mais quand même. Avec 4 mises en échec, avait distribué 4 mises en échec durant toute la période, alors que c'est pas l'équipe qui dominait, là, qui n'avait pas donc toujours la rondelle. Il aurait dû pouvoir distribuer plus de coups d'épaule. Contre les Blues, il y en avait 12 après la première période. Donc, ça fait quand même une bonne différence. Puis je trouve que ça se ressentait. On les voyait plus impliqués, plus intenses en échec avant. Il y avait cette volonté-là vraiment d'appliquer tout le travail qui avait été fait durant la semaine. Alors, je pense que ça les a bien lancés pour la suite des choses. Après, quand on parle de contrôle de la rondelle, de possession de rondelle, qui a été un peu déficiente pour le Canadien dans les 2 troisièmes périodes de ces matchs-là, il y a souvent un correctif naturel aussi d'une équipe qui est en avance, là, particulièrement dans le match contre les Flyers, parce que je pense qu'en 3e période, la possession est autour de 80% pour Philadelphie. L'équipe perdait 4-1 à ce moment-là, donc c'est des choses qu'on voit souvent. Puis honnêtement, jusqu'à la toute fin, ils n'étaient pas particulièrement menaçants, là, Philadelphie, dans cette 3e période-là. Donc oui, ils contrôlaient les tentatives de lancer, mais il n'y avait pas d'immenses chances de marquer les unes après les autres. Donc, ils ont failli se faire jouer un vilain tour. Ça peut arriver, particulièrement quand une équipe est inexpérimentée et pas nécessairement extrêmement talentueuse. Mais bon, finalement, ils ont réussi à repousser ça. Puis il faut dire que Philadelphie, ça va très, très mal. Là. C'est pas une grande prestation de leur part non plus. Là. L'hiver va être long, je pense, à Philly. Chaque fois que je les vois jouer contre le Canadien, je me dis comment cette équipe-là a pu frôler une participation aux séries la saison dernière. Là, c'est ça. Elle a été dirigée à la vie, à la mort en pressant le citron, alors que c'était pas la même approche à Montréal. Mais faisons une parenthèse là-dessus, parce qu'il y a quelque chose là de mystérieux et intéressant. Pourquoi? Il me semble qu'ils n'ont pas une moins bonne équipe que l'an passé. Non. Les Flyers? C'est plus ou moins la même équipe. Bon, mais est-ce que ce qu'on remarque, ou enfin, on se dit, bon, le Canadien n'a pas un grand début de saison, c'est peut-être la même chose à Philadelphie. Les Flyers n'ont pas le même gardien, puis c'est ça. John Tortorella n'a pas la même approche avec son équipe. Lui, aussitôt que des jeunes connaissent un ralentissement, il les place dans les gradins. Jean Couturier était sur le 4e trio jusqu'à son match de 5 points samedi après-midi avant d'accueillir le Canadien. Mais je veux dire, la formule a fonctionné l'an passé. Là. Ils se sont battus jusqu'à ils étaient dans le portrait pas à la fin, justement. Ils se sont écroulés à la fin. Ça a été combien la défaite à Montréal? C'est 9-0. C'est combien? C'est une défaite épouvantable en fin de saison, là, alors qu'ils se battaient pour participer aux séries, les Flyers. Mais tu sais ça, quand on regarde l'alignement... le Canadien n'a rien à envier à cette équipe-là. Mais le Canadien était, la saison dernière, une jeune équipe qui a été énormément blessée et qui ne dirigeait pas du tout avec la même approche. Rien à envier, même pas Matvei Mishkov? J'en profite. Il était là. Sur ce terrain. Non, mais je sais pas. C'est la première fois qu'on le voit. Je pense que je ferais pas mon travail si je n'évoquais pas son nom. À date, Mishkov, tu vas dire, tu fais pas souvent ton travail. Ça t'a jamais empêché. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Non, mais moi non plus, je l'avais pas dans mes notes. Je viens de le rajouter en direct. Mishkov, bon, c'est ça pour pas oublier. oublier. Mieux que les petits dessins que tu nous fais d'habitude. Là. Les petits carrés, les petits cubes. Ouais, là, t'as mis des notes. Je travaille. Ouais. Mishkov, à date, c'est une dynamo offensive sur l'avantage numérique. C'est vraiment là où ça fonctionne pour lui. Je pense que c'est très prématuré. Là. Oui. Je vous demande pas là, une analyse fine. Une impression. Ça va dépendre de ce que le défenseur, David Reinbacher, va faire éventuellement. Ben là, j'allais pas là. Moi, Mais je pense pas qu'ils ont à envier grand-chose à Philadelphie pour l'instant. Là, ils l'ont, leur Russe talentueux. Chacun son Russe talentueux. Chacun son Russe. C'est ça. Non, puis Demidov, on est inondé de faits saillants là-bas. Puis il y a un quotidien pour le Journal de Montréal, pour ne pas le nommer, qui, à tous les jours, écrit sur Ivan Demidov. Ça doit être bon pour les clics. Penses-tu? Bon, Jack, mets ça comme titre. C'est probable. Mets ça comme titre. Demidov, chacun son Russe. Un truc du genre. OK, juste un autre petit mot. Pour finir avec ce week-end-là, est-ce qu'il a le potentiel d'être... parce que je sais que le résultat est heureux, mais moi, je ne sais pas si j'ai insisté là-dessus suffisamment la semaine passée, là, quand j'étais un brin découragé. Mais les résultats, c'est une chose, mais c'est surtout on a parlé de la préparation qui semblait... Enfin, le Canadien commençait toujours les matchs en retard. L'effort n'était pas égal à ce qu'on voyait l'année précédente. Là, on a vu un effort égal à ce qu'on voyait l'année précédente. Pensez-vous que cet effort-là, je sais que les résultats ont été heureux, ils auraient pu ne pas l'être, là, mais cet effort-là est
a le potentiel d'être un point tournant au niveau de l'engagement en ce début de saison? Jake Evans, après le match contre Saint-Louis, disait on peut se servir de ce match-là comme modèle un peu, là, comme template pour la suite des choses, pour reprendre le mot en anglais. Puis je pense qu'effectivement, c'était la meilleure prestation du Canadien. Dans les 2 autres victoires avant contre Toronto, il faut remercier Samuel Montembeault. Puis face aux Sénateurs, Ottawa était vraiment amorphe dans cette rencontre-là. Ça avait été jusqu'à date le meilleur match du Canadien, là, mais je pense que c'était vraiment des vases communicants. Alors, j'ai l'impression que c'était leur meilleure performance de la saison contre Saint-Louis. Puis oui, effectivement, comme je le disais, dans l'effort physique, dans cette détermination-là là, à corriger leurs lacunes puis à appliquer cette pression de tous les instants que voulait voir Martin Saint-Louis, pas juste en zone défensive, mais partout sur la glace, là, dès dans le fond que tu perds la rondelle puis que tu tentes de la récupérer. Il y avait clairement une amélioration à ce niveau-là. Alors, je pense que, comme Evans l'a dit, oui, ça peut servir un peu de modèle pour le Canadien pour la suite des choses. C'est de regarder ces vidéos-là, au pire, si ça va un peu moins bien, puis regarder comment on était capable de l'appliquer quand il le fallait. Alors, puis ça reste que 2 victoires en 24 heures, ça fait un bien immense au moral. C'est pas compliqué. Là, si le Canadien échappait ces 2 matchs-là, il était déjà pratiquement hors du portrait, comme on a décidé de l'appeler. Parce qu'à 2-6-1, pour une équipe équipée comme elle l'est, ça devient extrêmement compliqué de revenir dans la course déjà. Alors, il fallait absolument connaître un bon week-end. Et en 24 heures, tu accumules 4 points. C'est extrêmement serré dans la division Atlantique en ce moment. Alors, juste ça permet aux joueurs de souffler un peu puis peut-être de repartir sur de meilleures bases. Mais effectivement, c'est des victoires qui sont quand même plus rassurantes, moi, je trouve, que les 2 premières qu'ils avaient obtenues dans les 3 premières rencontres de la saison, où on sentait que c'était fragile, que c'était pas assis sur quelque chose de concret là. C'est quand même différent. Je le vois d'un meilleur œil, si je peux dire. Alors que les défaites, elles étaient sur du concret. Oui, ça, c'était assez concret. Il n'y a pas eu de défaite, on s'est dit, ils auraient dû gagner. Ils auraient pu... il n'y avait pas eu de victoire morale dans les défaites. Il est plus supposé d'en avoir de victoire morale non plus cette saison. Donc, voilà. Mais, Martin, c'est ça. Penses-tu qu'ils ont mis au niveau de l'effort la switch? On a parlé beaucoup de la switch. Là. Ouais. Penses-tu qu'ils l'ont... Écoute, c'est à voir. C'est une équipe qui avait des bonnes habitudes de travail. Ouais. Ça semblait acquis. Tout le monde a été un peu surpris de voir comment la saison a débuté. Je vois pas pourquoi on ne retrouverait pas ce niveau-là, à part le fait que je pense qu'on en a parlé avec Marc-Antoine la semaine dernière sur le fait que, à force de connaître des moments difficiles, de toujours te battre pour avoir, ne serait-ce que flirter avec la ligne de 500, à un moment donné, il y a une lassitude qui peut s'installer. Qui s'installe, ouais. Mais j'ai aimé, j'ai revu la personnalité du Canadien, puis il y a des choses intéressantes. Tu sais, Samuel Montembeault joue souvent. Samuel Montembeault est un déterminant dans les succès du Canadien. Et là, on lui donne le filet très, très souvent. Donc, la fiche va être meilleure. Kirby Dach a semblé retrouver ses repères un peu en étant utilisé à gauche. Martin Saint-Louis, quand il l'avait inséré dans la formation à son arrivée, Dach, il l'avait placé à la gauche au sein du trio de Suzuki et ça l'avait allumé et on dirait que ça produit la même chose. Et ça aussi, Dach est un indicateur de succès, un déterminant de succès. Si Dach va bien, ça veut dire que le 2e trio va éventuellement bien aller ou mieux aller. Alors, il y a des choses... Et Jake Evans, qui est probablement le meilleur début de saison de sa carrière. Fait qu'il y a des choses positives, mais c'était atténué par... une espèce de... C'est ça, c'était atténué. Pas de climat, mais de... Il y avait une mollesse générale ou quelque chose. Il y avait une fibre qui n'était pas là lors des premiers matchs. D'ailleurs, c'est bon pour Samuel Montembeault d'avoir battu Jordan Binnington dans le visage du patron des Olympiques. En filigrane de ce match-là, il y avait l'affrontement entre les 2 gardiens qui, potentiellement... Tu sais, je pense, on fait une parenthèse... faisons une parenthèse coupe des 4 nations, et non pas coupe des 4 nations. 4 nations, un trophée. 4. Je vous ai écouté la semaine dernière, ça m'a beaucoup fait rire, ça. On a fait une parenthèse 4 nations. On va en faire une 4 nations, un trophée, c'est tout un slogan. Tu sais, il n'y a pas de question à savoir si Montembeault va être avec l'équipe. La question, c'est de savoir s'il sera le gardien numéro 1. Non, je pense qu'il y a question à savoir s'il va faire partie du trio. Ben, voyons donc, vous autres.
Ah ouais, ben il a battu Bennington, qui était... T'es facilement... Non, mais avec votre réponse... Non, mais vous m'avez parti avec le 99, là, mais vous m'avez parti à rebrousse-poil. Ouais, qui va être gardien numéro 1 de cette équipe-là si c'est pas Montembeault? Gardien numéro 1, en plus, tu dis, là? Ben oui. Ben, il y a des possibilités. Il y avait Jordan Bennington. Qui a été battu. Il y a Aiden Hill, qui n'a pas un grand début de saison, par contre. Stuart Skinner. Hey. Je trouve ça fou qu'on ait ce genre de conversation-là. C'est une parenthèse. Il y a Darcy Camper. Mais on est en train de se demander si un gardien qui a jamais joué en séries éliminatoires ou qui n'a jamais eu de succès... Médaille d'or au championnat du monde. Oui, ben, c'est ce que Alex m'a dit sur la passerelle de presse. Dit la même affaire. Parce qu'il a dit, ouais, son problème dans son CV, c'est qu'il n'a jamais joué en série. Auparavant, là, il y avait auparavant, là, le choix, c'était lequel des 5 meilleurs gardiens de l'histoire on prend. Est-ce qu'on va avoir Brodeur, Luongo? Attends, on va prendre les deux. Est-ce qu'on va Roy? C'est ça. Mais là, on est en train... La source est tellement asséchée que là, on se demande... Lequel de ces gardiens qui ne va pas bien? Et mon argument avec Alex, c'était écoute, tu t'en vas. Le tournoi des 4 nations, ça ne voudra pas dire grand-chose. On s'entend, tout le monde va vouloir jeter un coup d'œil sur son alignement, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut peaufiner contre de très bonnes équipes. Mais sur la scène olympique, la plus grosse scène au monde, des auditoires mondiaux, toute l'effervescence qu'il y a autour de ça, tu veux avoir dans le filet quelqu'un qui a vécu des grands moments, là, qui a montré quelque chose dans des grands moments. C'est pour ça que je pense que Bennington, tu sais, à cause de sa Coupe Stanley. Il y a une Coupe Stanley. Au moins, il a fait ça déjà dans sa carrière, mais Cam Ward aussi a une Coupe Stanley. Est-ce qu'il a pris sa retraite? Oui, il ne joue plus. Ouais. Il joue. Fait qu'avec sur la passerelle, avec Alex, on essayait de regarder, voir ceux qui ont un peu quelque chose dans leur palmarès. Ouais. Mais moi, je suis... Mais faudrait que, je pense, Montembeault soit vraiment fumant pour décrocher un poste là. Puis... Moi, je serais pas surpris qu'il soit comme 3e gardien, mettons. Aïe, aïe. Mais... 3e gardien. Parce que Aiden Hill, il y a une Coupe Stanley aussi. Ben oui, ils sont deux à avoir une Coupe Stanley dans ce Stuart Skinner, il y a une finale. Oui, il est passé. Mais moi, je suis d'accord. Là où l'argument du championnat du monde devient intéressant pour Montembeault, par exemple, même si on s'entend que c'est pas la même plateforme là, où performer, c'est qu'il a été en mesure d'être excellent dans une courte période de temps sur un tournoi ponctuel avec une équipe assemblée à la dernière minute, plus ou moins. Et tu n'as pas le temps de te mettre en marche. Hein. Et puis ça, c'est un caractère qui est, je pense, valorisé, qui va être noté, qui va être pris en considération. Parce que si c'est une chose d'être habitué dans un système de jeu, dans ton équipe, avec toujours le même monde, puis la même façon de jouer. Et des fois, il y a des gardiens qui sont un petit peu plus en mode de moteur diesel, prennent un peu de temps avant de trouver l'horaire d'aller. Puis bon, là, tu n'as pas le temps dans une compétition comme celle-là. Alors, le fait qu'il a été en mesure de performer vite et bien, rapidement, avec un contexte... une collection de joueurs triés sur le volet, dans un contexte semblable, une compétition internationale et tout, même si ça n'a pas le même rayonnement, je pense que ça peut certainement pas lui nuire. Bon, c'était il y a 2 ans. À l'image de ce que les Américains ont fait, Bill Guérin avait été assez clair en disant, si vous voulez aller aux Olympiques, vous êtes mieux de venir au championnat du monde si on appelle votre nom. Là. Au Canada, ça n'avait pas été aussi clair, mais peut-être que ça a heurté sa candidature, comme celle de Nick Suzuki d'ailleurs, d'avoir fait l'impasse sur le championnat du monde au printemps dernier, en 2024. Parce que la médaille d'or de Montembeault, c'est en 2023. Oh ouais. Donc, c'est possible, ça aussi, parce que bon, le biais de récence et puis là, on verra. Il est dans la conversation, c'est sûr. Que l'on va revisiter assurément. Parce que les candidats, c'est Hill, Montembeault, Connor Ingram, peut-être, qui avait été fumant l'année dernière. Qui a été bon 2 semaines. Cam Talbot, Jordan Bennington, Darcy Camper, Stuart Skinner. C'est incroyable. C'est incroyable. Tandis que les Américains, tu vas avoir Ellie Buck et Ottinger. Les 3 autres nations. Et Swayman. Les 3 autres nations sont... Il y a 15 ans, ce genre de gardien-là, on serait rendu quand même au numéro 16, 17, 18, 19 dans le contingent canadien. Là. Si jamais on aurait parlé de... Est-ce que Aiden Hill et Samuel Montembeault vont être de l'équipe olympique? Ouais, c'est ça. On a un sérieux problème au hockey canadien dans le développement des gardiens. On a commencé à en parler au Québec il y a longtemps parce qu'on voyait les gardiens québécois. Le Québec a été la pépinière par excellence pendant longtemps.
Puis on voyait les Québécois disparaître, puis on se disait qu'est-ce qu'on fait de mal. Mais souvent, ce qui se passe au Québec et Annonciateur, on dirait que le Canada suit pas longtemps après. C'est comme un pionnier. De la déchéance. Ouais, voilà. Alors, honnêtement, c'est très inquiétant. C'est pas normal qu'avec un réseau de 60 équipes hockey junior majeur, avec le plus gros bassin de joueurs au monde, qu'on soit pas capable. On regarde ce que les Russes font avec un bassin de joueurs, la moitié, qui est de la moitié. C'est de la moitié le bassin de joueurs russe? De celui du Canada. Ah oui? Je pense qu'il y a eu une hausse du côté russe au cours des dernières années, puis une petite baisse au Québec, là, mais il y a quelques années, c'était la moitié, là, ou à peu près. Les gardiens européens, les Finlandais, les Américains en développent à la tonne. Là, ce sont 2 bassins de joueurs équivalents. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? C'est étonnant qu'il n'y en ait pas. La source peut s'être tarie un peu, puis on n'aurait pas été si surpris qu'il y ait peut-être moins de gardiens de la fine élite, mais qu'il n'y en ait pas du tout 1 ou 2 parmi les meilleurs. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Parce que les Suédois, il y a Mark Strom, il y a Linus Ullmark ou Philippe Gustafsson probablement. Mais Mark Strom, ça a été un gardien vedette. Ullmark en est un très bon. Puis les Finlandais ont Jussi Saros aussi. Donc, c'est sûr qu'il y en a un petit peu partout. Là. C'est étonnant. Qu'il n'y en ait pas un. Qu'il n'y en ait pas un seul vraiment qui se démarque du lot. Et je me souviens d'avoir fait un papier au match des étoiles, pas la saison dernière, je pense la saison précédente, où dans les 15 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale ou les 20 meilleurs, il n'y avait pas énormément de Canadiens. Là, dans le top 10, il y avait juste Connor McDavid. L'an passé, ça? La saison précédente, je pense. Je pressens une chronique sur le sujet. Mais il y a Martin. Je sais pas, on cogite. En fait, le balado, c'est une tempête d'idées. C'est une tempête enregistrée. Ouais. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. J'allais dire brainstorm, mais je l'ai adapté. C'est encore mieux. Et puis, mais moi, je trouve ça intéressant, ce sujet-là, à explorer pour un journaliste, mettons, là, comme moi, par exemple, de comment ça se fait que le Canada en arrache. Comment ça se fait? On veut savoir. Alors, à apparaître bientôt peut-être sur notre sujet de temps, si ça t'adonne. Apparaître. Mais là, en ce moment, les 5 meilleurs marqueurs de la Ligue sont canadiens. Bon, ça. Ou les 4 meilleurs. Pas si mal, là, Martin. Ouais. Je ferme la parenthèse. Bon sang. Qui se rappelait que c'était une parenthèse? Juste pour finir sur le week-end, un peu de développement sur Kirby Dach. Est-ce que tu disais ça avait permis de l'aider à démarrer, de le faire jouer à l'aile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il ne devrait pas rester là. Moi, j'aime cette idée-là, qu'on le démarre à l'aile, puis ensuite, une fois qu'il est parti, on le remet au centre. Mais parce que j'imagine que Slavkovski ne doit pas être très, très loin d'un retour au jeu. Il va falloir un peu... Là, vous en savez peut-être plus que nous au moment où on se parle. Ouais, c'est souvent ça qui arrive. C'est un de ces moments. Parce que Goulet et Slavkovski étaient sur patin. Pardon. J'ai de la misère avec mes airs. Ouais. J'en échappe à un tel endroit, j'en mets d'autres. Tu les déplaces. Je les déplace, voilà. Ils étaient sur patin dans les derniers jours. Oui. Donc... Goulet, particulièrement, avait l'air d'un gars en forme. Là. Était-ce samedi matin ou vendredi? Je n'en suis plus certain. Mais bref, je ne serais pas étonné que Caden Goulet soit de la formation mardi soir. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, ce soir. Slavkovski ne doit pas être trop loin non plus. C'était un petit peu ça les dernières nouvelles. OK. Ouais. Mais ça ne répond pas du tout à... C'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on fait avec Dach? Qu'est-ce qu'on fait quand Slavkovski revient? On le fait jouer. On le met dans les 2 premiers trios. Hein? Avec Kapanen, là. Kapanen. Kapanen, il va être correct. Là. Il est trop petit, là, mais il va être correct. Là. Il pourrait laisser, mettons, Newhook au centre du 2e trio avec Slavkovski et quelqu'un d'autre à l'aile, Armia ou Kapanen. Mais tu laisserais Dach avec Suzuki pour l'instant. Ce que moi, je ferais ou ce que je pense qui va arriver? J'ai l'impression que Slavkovski va retrouver sa place avec Caulfield et Suzuki pour l'instant, puis que Dach risque d'aller au sein du 2e trio. D'accord. Moi, je trouve que le plus important pour le Canadien, c'est que Dach retrouve sa pleine confiance, parce qu'il est plus important chez le Canadien que Slavkovski. Donc, je laisserais Dach jouer au sein du premier trio jusqu'à ce qu'on soit convaincu vraiment qu'il a retrouvé tous ses repères. Après ça, je le déplacerai. Je ne le replacerai pas dans une situation difficile tout de suite. La confiance, c'est capital. C'est capital, oui. Pour vrai, puis il n'a pas joué beaucoup. Non. Donc, ça lui fait du bien, là, ça paraît. Là. Oui.
Et il y a puis, un petit peu de moins de responsabilité, participe au succès de l'équipe, obtient des touches intéressantes, marque, obtient des passes. Je le sortirais pas, je le réintégrerais pas dans la misère tout de suite. Non, ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Non, puis même si Uri n'est pas du tout important, comme tu viens de dire. Martin Leclerc, Slavkovski, aucune importance pour le Canadien. Ça va, il y avait quand même un meilleur début, ou du moins, je sais pas, il y a comme un peu moins besoin d'être couvé peut-être en début de saison. Ouais, Slavkovski, ouais. Peut-être qu'il travaillerait plus fort au sein de trio, c'est intéressant. Peut-être. Mais je sais pas à quel point il était handicapé physiquement aussi, là. Depuis le début de l'année, moi, il me donnait cette impression. Qu'il y avait quelque chose qui faisait mal. Comme quand tu prends un tir de nulle part, puis qu'il faut que tu rentres à l'infirmerie. C'est possible aussi, ouais. Il n'était pas la machine d'échec avant qu'on a vu la saison dernière. Non. As-tu fini sur le Canadien ou c'était pas... Non, il faut souligner le bon travail de Jake Evans, quand même. Ah, d'accord. Alors, voilà, c'est Jake. C'est Jake, souligné. Est-ce qu'il est important ou il n'est pas important? Quand il joue comme ça, il est important. C'est l'attaquant le plus constant du Canadien depuis le début de la saison, je pense. Puis Anderson et Gallagher s'épanouissent comme deux fleurs du printemps à ses côtés. Mais ça fait un trio, honnêtement, vraiment efficace. Là. Puis tant mieux. Officiellement, le troisième, on s'entend que c'est pas mal le deuxième depuis un bout de temps. Puis Evans parlait de la confiance, justement, lui, puis à quel point il est arrivé au camp d'entraînement, puis il se sentait bien. Puis c'est depuis jour 1. Puis il est parti avec ça, il a construit là-dessus. Puis ça paraît là, qu'il est vraiment... dans une bonne séquence. Un bon moment. Une bonne séquence. Un bon état d'esprit. Ça tombe bien pour lui parce qu'il est en dernière année de contrat. Donc, ça, c'est embêtant quand ça arrive. C'est embêtant. C'est embêtant, ça. C'est embêtant parce que le Canadien va en perdre d'autres des vétérans, théoriquement. C'est un souhait. Comme Christian Dvorak et tout ça. Donc, il y a une limite à... Ça, on en a parlé aussi. Je ne sais plus si on en a parlé en nombre. Non. Mais Martin et moi, on en parlait. Il y a une limite au nombre de recrues que tu peux insérer dans ta formation à chaque année parce que c'est un éternel recommencement. Là. Donc, Evans, très rapidement, devient, à mon avis, essentiel au futur, à l'avenir du Canadien. Là. Particulièrement si Christian Dvorak s'en va. Peut-être Yoel Armia aussi. T'sais, il va en avoir pas mal. Lui, à 28 ans, est un jeune vétéran qui a quand même du vécu puis de l'expérience et il devient un gars essentiel. Tu as dit essentiel, oui. Oui, je pense que oui. Evans a marqué 13 buts il y a quoi, 4 ans, 3 ans? 13 buts, 16 passes. Là, tout le monde disait « il y a un certain potentiel offensif. » Puis il est disparu par la suite à 2 buts et 7 buts. Mais la saison dernière, quand on l'a promu en deuxième moitié de saison au sein d'un meilleur trio, il a produit plus offensivement. Il était un peu laissé à lui-même au cours des dernières saisons. Evans était au sein trio avec n'importe qui. Beaucoup Pezzetta. Oui, c'est ça. Là. Les projets... Il était vraiment noyé. C'était difficile de s'exprimer offensivement. Là, il joue quand même avec 2 joueurs... aguerri. Oui, absolument. C'est un trio qui n'a pas bougé depuis le début de l'année. Exactement. Alors, je ne sais pas si... Quand j'ai quitté le Centre Bell samedi dernier, je me disais, il est fascinant, Jake Evans, parce que il a été repêché en 7e ronde, si ma mémoire est bonne. 2014. Il a fait son stage universitaire. Il a fallu qu'il joue dans la Ligue américaine avant de jouer dans la Ligue nationale. Il a pris du galon tout le temps. Il est devenu un joueur fiable défensivement, mais je me disais, il s'améliore. Il a 28 ans, puis il continue de s'améliorer. Mais de l'autre côté, puis je suis convaincu qu'il continue de s'améliorer, mais de l'autre côté, il n'a vraiment pas été placé dans des conditions avantageuses au cours des 2 dernières saisons pour qu'on voit son réel potentiel. Ouais. Puis c'est ça. Moi, je pense que, en tout cas, on verra, mais... 7 ans, 7 millions. Comme centre de 3e trio, il démérite pas là, en ce moment. Là. Il fait pas pâle figure, là, on s'entend, là, avec des ailiers qui sont capables de jouer, justement, puis il démontre qu'il est tout à fait à sa place, même qu'il contribue, là, qu'il est un moteur. Il est probablement le moteur de ce groupe-là, puis les 2 autres sont bien contents de jouer avec lui. Il est excellent. Et il est excellent en désavantages numériques aussi. Oui, exact. Puis c'est le trio qui amorce le plus de présence en zone défensive aussi. Lui, Evan, c'est le gars qui amorce le plus de présence en zone défensive comme joueur de centre. Malgré tout, réussit à contribuer. Alors... Là, la seule question, c'est il ne faudrait pas qu'il y ait une trop bonne saison. Là. Va-t-il être en train de se... Comme Kent Hughes dirait, c'est correct que tu sois bon jusqu'à un certain point, mais pas trop. Faut pas que tu sois bon, pas trop bon. Jusqu'à un certain point. Effectivement, va-t-il se... En anglais, on dirait là, se pricer out de Montréal. Là,
faire monter sa valeur au tu viens point de dire, au Canadien. il est un peu effectivement indispensable. Là, je pense que. Puis en même temps, il était sur un contrat. Tu me diras, c'est une très mauvaise façon de gérer, là, mais il était sur un contrat très, très abordable. Tu sais, il y a un petit retour, peut-être un petit retour d'ascenseur qui l'attend. Là. Je pense pas que ce serait. Je sais pas. On verra, mais il faudrait pas qu'il soit trop gourmand, mais il m'a l'air d'un garçon raisonnable. Là, dans le sens il l'a été. Je suis pas certain qu'Evans va être du genre à arriver avec une brique puis un fanal en négociation puis dire là, ça me prend ci, ça me prend ça. Puis malheureusement pour lui, ses statistiques des 2 dernières saisons lui donneront pas d'immenses arguments, là, à moins qu'il y ait vraiment une bonne saison cette année. Mais non, je pense que le Canadien. Mais s'il était libre sur le marché, il serait courtisé par plusieurs équipes. Ah, c'est sûr. Ah non, c'est sûr qu'il trouverait preneur. Ça, il n'y a pas de doute. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment avec ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Questions du public, réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Alors, on n'allait pas passer à côté d'une si belle occasion. Via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on vous a demandé que retenez-vous du week-end du Canadien. Luc, sur le book, pas de panique, pas d'espoir trop grand, juste apprécier les bons moments et espérer une progression constante. Et juste en dessous, Pierre-Marc dit « En route pour la 25e ». Il y a beaucoup de ça, là, soit d'optimisme excessif ou de prendre son gaz égal. Luc dit sur Facebook, il était temps qu'il se réveille. Sur le book, toujours, Francine, bien heureuse, et le shérif est de retour. Cole et Nick et Dak est bien entouré. Sur Twitter, que Philadelphie et Saint-Louis sont encore plus mal barrés que le Canadien. Les Flyers, c'est assurément le cas. Les Blues, le jury n'a pas tout à fait délibéré, mais disons que c'est pas les Rangers. Non. Plus sérieusement, ces 2 matchs donnent du crédit à Saint-Louis comme coach et du soulagement de revoir un bon Dak, même si c'est à titre délié. Voilà pour le week-end. C'est fini, là. Là, on regarde vers l'avant. Arrêtons, là, avec le week-end. Regardons vers l'avant. On peut pas... Écoute, quand l'annonce a été faite, c'était une grande... c'était un moment historique. Jessica Campbell devenait la première femme à s'installer derrière un banc de la Ligue nationale de hockey. C'est majeur. Il n'y a pas d'autres... On a beaucoup parlé. Il y a de plus en plus de femmes dans les organisations, que ce soit dans les opérations hockey ou ailleurs. Mais ce pas-là, d'abord, il est visible. Puis ça frappe l'imaginaire. Et là, c'est la visite du Kraken ce soir. Je me disais en m'en venant, j'entendais le collègue Olivier Pellerin en parler à l'émission du matin à Radio-Canada. Puis je me disais, si on est dans 5 ans, là, oui. Tout le monde, il va y avoir des filles dans la plupart des staffs, là, ou enfin dans une... Penses-tu? Pas la plupart, mais... Quand tu parles du personnel, tu parles de quoi? Du personnel d'entraîneur? Oui, c'est de ça dont je parle. Donc, dans 5 ans, tu penses que dans la plupart des équipes, il va y avoir une femme dans le personnel d'entraîneur? La plupart, j'ai dit ça vite, là. Ouais. Dans beaucoup. Beaucoup étant, mettons, une dizaine. Premièrement, c'est pas le résultat du hasard, ce qui se passe dans la Ligue nationale. Il y a une personne qui a été embauchée à la Ligue qui est responsable de la diversité. Il y a une politique de diversité qui a été mise en place et qui incite fortement les équipes à passer en entrevue des femmes lorsqu'il y a des postes qui s'ouvrent au niveau de la direction, au niveau du personnel d'entraîneur, peu importe. Et c'est pour ça qu'on voit depuis plusieurs années des femmes surgir à des postes au niveau du développement des joueurs, au recrutement, adjoint au directeur général, on peut le nommer. Là, c'est au poste d'entraîneur. C'est fantastique. Moi, à chaque fois, honnêtement, je suis un peu tanné de ça, de voir les ligues de hockey claironner ça. À chaque fois qu'une femme accède à un nouveau poste, je trouve qu'ils font juste claironner à quel point ce sport-là était arriéré par rapport au reste de la société. Là. Et même par rapport aux autres sports professionnels, en fait. On s'entend que c'est pas la panacée dans les autres sports professionnels, mais c'est allé un peu plus vite en Amérique du Nord, même au football, par exemple, qu'au hockey, où il y a une entraîneuse adjointe qui a atteint le Super Bowl en 2019-2020, par exemple, puis on était encore à quelques années d'en avoir une dans la Ligue. On a eu des femmes astronautes il y a plusieurs décennies de ça, des femmes
premières ministres de pays du G7, des femmes qui ont remporté le prix Nobel en quoi? La première en 1903. Là, on dit une femme en arrière du banc d'une équipe de hockey, comme si c'était... Fallait y penser. Non, mais je trouve qu'il faut juste tempérer ça un peu. Vous faites juste claironner à quel point vous étiez... en retard. Pas en retard, mais que ça avait pas. Il y avait un petit côté Cro-Magnon. Mais cela dit. Il était temps qu'il y ait un département de la diversité et de l'inclusion là, aussi. Là, qui va au-delà des femmes. Qui va aussi ça, j'allais dire. Visible, c'est pas c'est pas la seule question sur laquelle le hockey professionnel est arqué. Oui, c'est ça. Mais Seattle a été assez précurseur. Je pense que Godin le mentionnait dans son texte, mais ils ont, dès leur création, ils ont engagé quand même pas mal de femmes. Il y avait Camille Granato qui était dépisteuse là-bas, qui est rendue directrice adjointe avec les Canucks de Vancouver, d'ailleurs, où il y a également Émilie Castonguay à Vancouver, dans le même rôle. Il y avait aussi engagé Alexandra Mendraki, qui, elle, présentait la double particularité d'être une femme, mais dans les statistiques avancées aussi. Puis ça aussi, juste être dans un département de statistiques avancées, ça a été long là, avant que les gens de la Ligue nationale acceptent ça comme une... On parlait d'être... C'est la science. La science, la place exactement. des femmes, d'accord, mais la science. Puis Mendraki, c'était les deux. C'était la science, c'était une femme et la science. Ouais. Et puis, ils en ont fait... ils en ont fait une... Ils ne claironnent pas là-dessus, par exemple. Non, mais ils en ont fait une employée importante. Regardez comment la science s'est mise de l'avant. Ils en ont quand même fait une employée importante d'Alexandra Mendraki. Dès le début de l'organisation, elle était dans la plupart des entrevues d'embauche du directeur général. Donc, elle était avec Todd Lewicki, par exemple, et quand Ron Francis a passé son entrevue, Mendraki était là. Elle fournissait des données au directeur général sur les tendances des différents DG, pour ce qui est des échanges, du repêchage, où sont leurs forces, leurs lacunes, etc. Et depuis, elle a gradué dans l'organisation. Elle est, à son tour, assistante au DG. Donc, Seattle a quand même fait des efforts. Toronto, à l'époque de Carl Dubus, était une des équipes qui embauchait le plus de femmes. Il y a encore Danielle Goyette là, qui est là pour le développement des joueurs. Il y avait Ellie Wickenheiser. À l'époque, oui, mais elle a quitté. Maintenant, elle fait autre chose. Je me rappelle plus ce qu'elle fait, Wickenheiser. Mais elle est médecin. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle a d'autres choses à faire. Mais... pousser une rondelle. À un moment donné, là. Mais ils l'ont remplacé par Danielle Goyette, quand même, peut-être à la recommandation de Wickenheiser, ce serait pas étonnant. Mais j'avais fait un petit décompte en 2020, que j'étais passé par tous les départements d'opération hockey de chacune des 31 équipes de la Ligue nationale à ce moment-là. Ouais, et justement, c'était dans un texte sur Mendraki, parce que Seattle arrivait là, un an plus tard, ou à peu près. Et... puis les opérations hockey, c'est large. Puis là, j'arrivais avec des chiffres, je faisais un décompte, je l'envoyais aux équipes. Puis là, la plupart me revenaient en me disant « Ah oui, mais t'as pas compté telle personne. » Puis là, ils me faisaient ajouter des nutritionnistes et tout là-dedans. Puis j'étais comme « OK, je vais la prendre. » Mais là, je parlais plus de décision hockey, tu sais, ou de coach, de femmes qui seraient en charge du développement des joueurs, qui travailleraient avec le directeur général, qui seraient des pisteuses. Donc, j'étais plus là-dedans, mais j'ai accepté la définition élargie parfois de certaines équipes parce qu'ils me disaient, mais oui, mais les nutritionnistes, justement, collaborent avec à peu près tout le monde dans le département. Puis celles qui sont les thérapeutes sportifs, par exemple, femmes, vont avoir leur mot à dire dans un retour au jeu potentiellement. On était dans les opérations hockey, selon la définition de certaines équipes, que j'ai accepté. Et sur les 1488 employés d'opérations hockey à travers la Ligue nationale, à l'époque, en 2020. Ça fait pas si longtemps. À l'époque des 31 équipes. Oui, à la glorieuse époque des 31 équipes, il y en avait 14 qui étaient des femmes. Sur 1488. Ça, c'est 0.01 0.094. 0.94%. Et ça, j'ai inclus 2 ou 3 autres de plus là, dans la définition élargie. Donc, ça demeurait, je pense qu'on peut dire marginal. Oui, c'est marginal, oui. Non, pas 0.1, 0.9. 0.094, j'ai arrondi. 0.9, excusez-moi, 0.94. Un petit peu moins d'1%. Okay. Ouais, 14 sur à peu près 1500.
Donc là, il y en a peut-être un petit peu plus maintenant. Et donc elle obtient une publicité disproportionnée par rapport à son... Jessica Campbell, Ouais. ça, ouais, mais c'est ça. en même temps, Ça donne une impression de diversité quand tu les places en vitrine, C'est ça. mais il n'y en a pas tant que ça. c'est incontournable. Mais là, pareil. est-ce que- Parce que, ouais, tu sais, elle est- As-tu- c'est la première qui est derrière le banc. Mais là, as-tu une mise à jour ou C'est long on à pense faire. que c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est quand même long à faire, mais il y en a probablement Un peu plus. Mais Ça fait c'est de 4 là ans. qu'on partait quand 4 ans, même. mais c'est ça, de Il y là en qu'on a Pour partait. ça, ça ferait un texte intéressant, la progression de la diversité dans la Ligue. Ouais, je pourrais prendre en comparaison mon texte Ben oui, de exactement. d'il y a 4 ans. Peut-être une base, Non. c'est intéressant. Merci, Martin. Donc là, on a une chronique Bon, on sur va faire- les gardiens canadiens, la source qui s'est tarie. Ça, c'est Martin. ça, On a la une mise à chronique. jour, c'est ça. Ça, c'est Martin. Moi, je donne les assignations. Les affectations, on dit dans le milieu. Gascon, ouais, bon, regarde. Gascon suivi, Ouais, diversité. mise à jour, ça, c'est bon, ça va être bon. Ça. Ils vont en avoir dit clic. Entendez-vous cliquer le monde? Ça clique, ça arrête pas. Bon, non, mais c'est ça. Moi, je pense, enfin, j'ose imaginer que ça va faire des petits, puis que à un moment donné. Il le faut. À un moment Mais je donné, voulais ça sera souligner pas- que les Maple Leafs de Toronto, à l'époque, avaient 6 de ces 14 femmes-là dans leur, Et là, là. dans leur personnel. Et ça comptait pour 17% de leur département. Donc, ils étaient largement en avance. Depuis que c'est Trey Living, il y en a moins un peu. Mais on est revenu un peu à. Mais je dis pas que c'est de La sa faute, vieille, là, mais c'est c'est de sa faute. clairement le Non, mais on ça s'entend. change. Non, mais tu vois, il y avait... Trey Living incarne davantage une plus vieille école que Kyle Dubas. Là. Je dis ça là, sans réfléchir. Il doit y avoir des femmes à Pittsburgh maintenant. Exact. oui, ben, déjà, il y avait C'est juste ça que ça Corey prend, dans le fond. Chevry. Oui. Ouais, c'est vrai. De la LPHF, l'entraîneuse Que la victoire de est la allée- victoire. Elle était entraîneuse invitée C'est vrai. avec Mike Sullivan. Donc oui, Dubas a toujours semblé sensible à ces questions-là. Ouais, juste un petit mot. C'est un sujet qu'on a effleuré la semaine passée quand je faisais l'apologie du travail de Julien Brisebois. Il y avait là un exemple, un des exemples de son, comment dire, de la qualité de son travail. C'est ça, on parlait de la vente du Lightning et je disais que ça devait donner de la valeur à une équipe quand tu as un DG qui fait des bons moves. Steven Stamkos a eu son premier match multipoint récemment, mais 2 c'était passes un départ. récemment, comme lundi soir. Avez-vous vu le but de Marchessault, le but gagnant? Je me rappelle pas dans quel match. J'ai juste vu l'effet saillant là, sur Twitter, mais c'était de toute beauté. Je pense que c'est pour dire que peut-être que les choses vont redécoller là-bas. Mais Martin, tu sais, c'est ça, on remarquait que quand tu regardes ça aujourd'hui, Gunzel versus Stamkos. Gunzel. J'ai encore dit Gunzel. On dirait que tu veux pas le Gunzel. dire. On dirait qu'il C'est comme veut dire tu baisses Gonzo. la voix, puis tu baisses la voix, puis tu le marmachouilles. Genzel. Jake Gunzel. Gunzel. T'sais, on a, c'est ça, plus la saison. On a quelques matchs seulement de jouer, là, mais c'est un début de saison qui donne raison à Brisebois. Ouais, l'échantillon est court, mais la tendance, quand Julien Brisebois a décidé qu'il n'était pas possible de s'entendre avec Steven Stamkos, il y avait quand même des statistiques qui étaient... Stamkos était de moins en moins efficace à 5 contre 5, même en comparaison avec ses coéquipiers. Il y a 34 ans, on savait... Il y avait un déclin prévisible. Là. Tous les joueurs passent par un déclin, mais Stamkos était de plus en plus en train de devenir un spécialiste de l'avantage numérique. Puis... je pense que la voie à suivre, si jamais tu es un joueur important dans une équipe de la Ligue nationale et que tu veux terminer, tu veux passer toute ta carrière dans le même uniforme, c'est qu'à la fin de ta carrière, il faut que tu sois capable de dire, ben là, de placer un peu le côté affaires, de mettre ça, de placer ça de côté, ouais, puis de dire, là, on va signer des ententes qui sont raisonnables pour tout le monde. J'avance en âge, on va signer des ententes plus courtes qui reflètent ma production réelle, ma contribution réelle, puis on va donner de la marge de manœuvre. Là. Et si on regarde toutes les équipes qui ont connu du succès depuis l'ère du plafond salarial dans la Ligue nationale, les DG se sont peut-être attachés un peu trop longtemps à leurs joueurs étoiles. Et bien, un coup que ce déclin-là est fait, puis que les gars sont sous contrat, tu n'es plus capable de t'en départir. Ils sont difficiles à échanger parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce que leur production est à la baisse, ils ont des clauses de non-échange. Alors, c'est quand la fin de contrat arrive que la décision doit se prendre. Et j'ai trouvé que c'était une décision très courageuse que Julien Brisebois avait prise en disant... On n'est pas capable de s'entendre, puis on va te remplacer par quelqu'un qui te ressemble, mais qui est plus jeune, puis qui va
faire en sorte qu'on va rester productif pendant une plus longue période et qu'on ne se retrouvera pas dans un cul-de-sac. Notre relation d'affaires ne se retrouvera pas dans un cul-de-sac. Et là, ben, on le voit depuis le début de la saison. Là, la production de Gensel, il y a 9 points, 2 buts, 7 passes, 9 points, plus 5. C'est un joueur qui excelle à 5 contre 5, Jake Gensel. Puis Stamkos à 3 points, moins 7. Puis on s'entend, l'échantillon est court, mais tout laisse croire que avec les années, Gensel va nettement avoir le meilleur sur Stamkos. Le contraire serait étonnant. Non, c'est ça, c'était le retour de Stamkos. C'est ce que l'affaire importante que j'ai oublié de dire. À Tampa, d'ailleurs, il a eu droit à un accueil chaleureux. Oui, comme il se doit. Oui, absolument. Oui, c'est dommage. C'est quand même... Ben, c'est dommage. Non, c'est pas dommage. C'est correct. Non, je pense que le message, c'est que c'est correct. C'est le cycle de la vie. Ouais. Je suis beaucoup plus romantique que Julien Brisebois, moi, je pense. Puis toi, tu l'aurais signé. C'est une bonne affaire que je ne sois pas directeur général de la Ligue nationale. Non, c'est pas ça, mais on dirait que j'aime ça quand il y a des joueurs qui font une carrière entière avec la même organisation, alors que dans d'autres sports, le mouvement de personnel est beaucoup plus fréquent, puis ça crée un enthousiasme chez les partisans aussi, où c'est pas parce qu'une vedette a été repêchée par telle organisation puis qu'elle a signé un premier contrat là-bas que c'est sûr qu'elle va y passer toute sa carrière. T'sais, si on prend, mettons, LeBron James, par exemple, là, qui est passé des Cavaliers au Heat de Miami, qui est retourné avec Cleveland, qui a gagné le championnat là-bas, est allé avec les Lakers après, puis dans le basket particulièrement, il y en a tellement des exemples comme ceux-là. Puis au football aussi, il y a plus de... Je vais dire fluidité, ouais, pour reprendre un terme à la mode. Ouais. Mais puis c'est correct, je pense. C'est ça. Mais moi, Steven Stamkos, parce que ça faisait 15 ans, 16 ans, je ne sais pas exactement, qu'il jouait là-bas. Je dis, ça aurait été bien qu'il finisse sa carrière. Puis Julien Brisebois a voulu le garder. Hein, de ce qu'on entendait, il lui proposait plus d'années, sachant peut-être là, que ça allait se finir quelque part sur une île avec Carey et ses amis. On ne sait pas trop. Comment ça s'appelle donc, cette île-là? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est plate parce que Robida, il est à Montréal. Ouais. Mais bon, de quoi vous parlez? Il ne doit pas écouter le balado parce que sinon, il serait venu me voir pour me dire là, vous ne pouvez pas changer de nom, d'île. Mais ouais, bref, alors, mais pour un petit salaire, quelque chose comme on va répandre ton salaire, tu vas avoir quand même un bon montant. Mais j'avais entendu quelque chose comme 2,5 ou 3 par saison, là. Comme un 6x3 ou un 7x3, par exemple. Alors, Steven s'est senti... Oui, c'est le genre d'affaire qu'il faut que tu expliques. Faut que tu expliques comme il faut. Parce que tu lui expliquer, mais lui voyait ça comme... C'était pas Brisebois à l'époque, c'était Yzerman, mais qui avait déjà fait un compromis quand il avait signé à la dernière minute son contrat alors qu'il s'apprêtait à être joueur autonome à 8 x 8,5 en moyenne. C'était un marqueur de 60 buts, tout ça. Bon, il aurait certainement touché plus, là, parce que Toronto le courtisait à l'époque. Fait qu'on peut très bien imaginer que le contrat que John Tavares a eu, ils auraient été prêts à le donner à Stamkos là, à 11 millions. Là. Mais la fiscalité est plus... C'est ce qu'ils font. Les dirigeants du Lightning présentent l'offre et disent, voici ce que tu vas gagner comptant si tu signes là-bas, puis ce que tu vas gagner net ici. Puis c'est ça, le montant net, finalement, ce qui va rester sur ta paye, puis... Ils sont compétitifs de cette façon-là. Ils sont plus compétitifs parce qu'il n'y a pas d'impôt. Il y a un autre papier à faire là-dessus. Là. Oui. C'est un thème qui est... on en trouve des sujets. Ça n'arrête pas. Non, mais ça a été... C'est un thème qui a été visité et revisité. Oui. Mais récemment, quand on essayait de... Il y a quelqu'un ou en fait, une proposition qui émanait de je ne sais où, là, de voir s'il n'y avait pas moyen d'établir un système pour égaliser ça. Mais là, on ne commencera pas ça là. Là mais les joueurs réussissent à sauver beaucoup d'argent, même dans les, même dans les marchés. Même dans les marchés où l'impôt est élevé, comme à Montréal ou à Toronto. Là. Alors voilà. Tu veux pas qu'on... On a plein de choses à dire encore. C'est terminé. Là, Marc-André Fleury retourne à Pittsburgh, là, parlant de la nostalgie. De la grande, ça va être sa dernière. Mais là, j'ai l'impression que c'est une tournée d'adieu qui dure depuis 3 ans, Marc-André. C'est moins émouvant. C'est moins ça. Mais l'année dernière, Marc-André n'était pas devant le filet à Pittsburgh. Il était sur le banc? Oui. Ah. Ordinaire. C'est pour ça qu'il est resté. C'était un peu ordinaire. Là, Puis, de ce que j'avais compris, c'est pour ça que... on lui avait demandé avant le début de la saison, parce que tout le monde pensait que ça allait être sa dernière saison l'année passée. Là. C'est un peu dodo, là, Marc-André. Là. Alors, on lui avait demandé quel match veux-tu absolument faire. Puis je pense qu'il avait juste répondu, de ce que je comprenais, il avait juste répondu je veux jouer à Montréal. Fait qu'il avait eu ce match-là. Mais
il pensait Qu'il qu'il n'y avait allait pas quand besoin. même être devant le filet à Il avait pas Pittsburgh. besoin de Ouais, c'est ça. préciser, ouais. Alors, il a été un peu déçu, je pense, quand ils ont envoyé Philippe Gustafsson l'année dernière. Fait que peut-être qu'il a tout fait ça juste pour pouvoir disputer un dernier match à Pittsburgh. Et c'est ce soir. Alors, profite-en bien, Marc-André, si jamais tu nous écoutes. Ah, les tournées d'adieu. Est-ce qu'ils vont repasser par Montréal? C'est pas arrivé, non, c'est pas arrivé encore. OK, On va jouer un match à Montréal. on verra. Veux-tu la date? Ça Écoutez, t'intéresse peu? Il me semble que quand il était venu il y a 2 ans avec Chicago, on se demandait si c'était son dernier match. En fait, c'est ça ça. avait l'air de son dernier à ce Ouais, moment-là. Là. Qui- Puis je pense que c'était sa 500e victoire en plus. Il a remporté, il me semble, sa 500e victoire contre le il Canadien. va rester l'an prochain, il va rester juste pour avoir son match à Chicago. Pour affronter toutes ces... Vegas aussi. C'est vrai. On n'a pas fini, là. Ouais, attends, ouais. Alexandre Gascon est celui qui vous entendez taper sur son ordinateur Pendant tout l'épisode. pendant tout d'ailleurs, l'épisode. ouais, Il arrête jamais. Il arrête jamais. ça. Ce sera Je pense- le 30 janvier. Le 30, alors... peut encercler ça sur le calendrier. ça, là. Marc-André Fleury Marc-Antoine Fleury, Marc-André. en visite à Godin. Montréal. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et du hockey. Merci Il infiniment. est fier de l'être. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Martin Leclerc. Hey, félicitations pour votre beau lancement, M. Leclerc. Merci. Vous allez Hey, être c'était là, marqué j'espère. dans la presse. Moi, je trouvais pas ça sérieux avant de le lire dans la presse. Là, tu t'es dit, OK, il y a Là, peut-être quelque chose. c'est pas du niaisage. Donc, mercredi, tu lances le protecteur. Ah oui. Puis c'est Alex qui l'attrape. Vas-tu faire ça littéralement? Le lancer. Le c'est lancer. ça. Un lancement de livre, là, tu sais. à un moment donné. Moi, je suis allé au lancement, puis il n'y a eu aucun lancer de livre. J'étais OK. très déçu. Théoriquement, on devrait être là. Mais félicitations. C'est Puis, fin. On fera des fera un potins. toast ensemble. ouais, C'est puis- ton quatrième? et soyez là. Oui, mon quatrième livre. bouquin, hein? Ouais. Combien de mots, celui-là? Je sais pas. 110 000, je pense. Alors, 110 000. il doit être très bon. Ça, c'est un Ça bon doit être livre. bon. Et 110 000, ça doit être bon. C'est un bon livre. Soyez là vendredi pour les potins du lancement à Martin. Félicitations, Martin. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Un grand plaisir, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin réalise que c'était long un peu, cet épisode-là. Merci, Jacques-Alexis. On se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.